Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Crochet et vous pour cet épisode numéro 67. 67 épisodes à recevoir des invités en tout genre, de tout pays même on peut dire, des invités inspirants, des invités qui nous donnent envie de créer de nouvelles choses, de nouveaux ouvrages, qui nous ouvrent vraiment à différents univers créatifs et c'est un régal. Commençons tout de suite avec l'actu du podcast. Alors déjà, je vous rappelle qu'il y a une soirée ciné-tricot, crochet également aussi, au Grand Rex, à Péage de Roussillon. Si vous n'êtes pas loin, venez, c'est le 18 août et ça commence à 20h, 20h30. Alors je dis 20h, 20h30 parce qu'à 20h, il y aura le temps de s'installer et de vous faire gagner 2 places de ciné et à 20h30, le film pourra commencer avec vos ouvrages sur les genoux. On continue dans l'actu de ce podcast avec, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, deux magazines de crochet pratique et crochet lingerie, qui sont des magazines dans lesquels je publie des créations. Et cette fois-ci, je voulais vous les montrer parce qu'ils ont drôlement évolué et je trouve ça très intéressant. Vous avez, en plus des créations, maintenant des articles en début de magazine qui sont très sympas à lire et qui nous en apprennent pas mal sur le crochet. Donc ça, c'est vraiment un joli plus. Et ensuite, on attaque avec les techniques et puis tous les tutos. Alors, je vais essayer de vous trouver ceux que j'ai réalisés juste rapidement. Voilà, il y a la mannequin du magazine qui a bien accepté de poser pour moi parce que je n'avais pas de photo avec ce top porté. Et je vous avoue que j'ai pas la même taille, hein, aussi fine. Donc voilà ce que je leur ai proposé, ainsi que le tuto qui est, vous savez, avec le fil Casasol dont je parle en ce moment puisque ça fait partie de mes encours. J'ai fait une petite culotte rapidement pour le besoin du magazine et j'ai trouvé cet exercice assez fun de devoir créer un peu dans l'urgence pour bien participer à ce numéro auquel il manquait un ou deux petits tutos. Donc voilà le crochet pratique qui est au prix de 12,90 €. Alors, il faut savoir que c'est un magazine qui fait fonctionner des créatrices comme moi, en fait, hein. On est plusieurs à travailler dedans et c'est vraiment très chouette. Ce respect aussi du créateur d'avoir ses droits respectés par une rémunération, je trouve ça vraiment très très chouette. Et donc le dernier, donc celui-ci c'est un hors-série et le dernier crochet pratique c'est celui-là. Je suis très contente parce que c'est la première fois que mes créations sont en couverture et j'en avais vraiment envie depuis un moment. Là c'est pareil, hein, vous avez des articles en début qui vous montrent bien des livres à acheter qui peuvent être très intéressants. On en parle des fois dans le podcast. Celui-ci, c'est un livre que je vais recevoir très vite et dont je vais vous parler. Je pense qu'il est intéressant. Lulu Compotine, on a pu voir sa poupée il n'y a pas très longtemps dans le podcast. Et ensuite, on a toutes les créations. Alors, vous allez reconnaître quelques-unes des miennes, comme celle-ci par exemple, qui est une fois de plus portée par le mannequin du magazine. Donc le petit sac singe, il y a également le sac Anami Granny que vous avez vu dans mes encours avec différentes fleurs africaines pour créer ce style. Je voulais qu'il ressemble à une carapace de tortue, donc je suis plutôt contente du résultat. Et ensuite, j'ai d'autres créations sur la fin. Alors juste ici, le top Holly Granny. Et là, pour le coup, c'est moi qui pose. J'ai enfilé mon top et j'ai envoyé ma photo. Donc voilà une photo du top Granny qui est réalisée avec le fil de Bergère de France. Et puis la fameuse cravate Granny, vous vous souvenez, j'avais fait tout un défi créatif autour de cette cravate qui est réalisée avec le fil Chip Cheese ou Scripieuse, puisque maintenant on sait le prononcer. Donc voilà, je voulais vous montrer ces articles de tutos que j'ai créés, plus ces deux magazines qui ont une belle évolution. Vous avez en plus un côté numérique offert, donc ça c'est hyper pratique pour suivre le tuto depuis votre téléphone. Donc voilà l'actu du podcast et du crochet.
Un petit mot aussi sur, vous vous souvenez ce concours de dessin que j'avais fait avec le monstre Théo, donc le monstre qu'avait dessiné le petit garçon Théo et que j'ai réalisé en crochet pour lui offrir. Et bien voilà, Théo est venu récupérer son monstre et il était ravi de le recevoir. Je voulais vous mettre la petite photo pour vous tenir au courant de cette expérience qui était très très sympa. Dernière petite actu dans ce podcast, je reçois assez souvent des photos de vos vacances et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'en ai reçu de la part d'Elisabeth qui est à Budapest en ce moment et qui m'a envoyé des photos assez sympas d'ouvrages crochets qui sont réalisés sur des arbres. Vous savez, ça se fait pas mal en ce moment de faire de la déco d'arbres avec des créations crochet. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous les partager dans le podcast pour que vous puissiez voir ces carrés granits et autres napperons qui décorent les arbres de Budapest. Donc merci beaucoup Elisabeth pour cet envoi. N'hésitez pas à m'envoyer des petites choses de crochet que vous découvrez à droite à gauche lors de vos vacances, lors de vos week-ends, parce que c'est toujours intéressant à partager et ça nous fait plaisir. Et puis, comme vous le savez, il y a souvent de nouvelles rubriques dans ce podcast et la dernière en date, c'est la rubrique de l'astuce crochet et nous allons accueillir aujourd'hui Manuela qui va nous présenter son astuce crochet. Coucou, alors ça fait 3 ans que je fais du crochet et l'astuce récente que j'ai découverte et que franchement j'utilise maintenant à chaque fois pour les granny squares au moment de changer la couleur, c'est de faire une vraie bride. Alors j'ai pas retrouvé la vidéo qui m'a fait découvrir cette technique, mais en tout cas donc je vais essayer d'être claire dans les explications. J'accroche mon fil donc à l'aide d'un nœud coulant sur mon crochet. Je fais un premier jeté et ensuite je viens me placer dans l'angle du rang précédent et je fais ma bride tout à fait normalement, ce qui fait que une fois terminé, on a un rang que de brides et je trouve ça très propre et net et beaucoup plus joli au final que les 3 mailles en l'air ou la maille serrée et la maille en l'air comme j'ai pu le voir certaines fois. Voilà, j'espère que ce sera utile pour certaines personnes et je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée. Merci beaucoup Manuela pour ton astuce qui va personnellement me changer la vie. C'est une astuce que je ne connaissais pas. Du coup, je vous ai fait la petite vidéo que j'ai postée en même temps que l'explication de Manuela pour que ce soit plus clair et pour que vous puissiez l'utiliser également parce que c'est vraiment une super astuce. Alors, on va continuer ce podcast avec la rubrique de Débo Créa. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de livres, mais plutôt de coton. Et oui, en fait, je cherchais un coton par rapport à ces 2 livres-là où il n'y a pas forcément... en fait, les créatrices ne donnent pas de marque qu'elles utilisent. Et du coup, j'étais à la recherche de coton. Et j'ai demandé donc sur Insta et tout, et on m'a parlé de la marque Fil d'Art, coton numéro 3. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, quand j'ai entendu Fil d'Art, je me suis dit, mais attends, c'est pas la marque des mamies pour faire des vêtements, c'est pas une marque de sous-vêtements, des choses comme ça. Et donc, non, c'est pas que ça. Ils font aussi du coton pour les amigurumis. Et du coup, voilà. J'ai pu tester le fil coton 3 qu'on m'avait conseillé sur un des livres pour faire ce joli poisson. Vous avez vu comme ça rend super bien. Ils ont vraiment des couleurs super chouettes et j'ai même pu l'utiliser pour un crochet numéro 2. Vraiment, j'ai pas du tout galéré, la qualité est top. Et c'est vrai que pour faire des gros modèles comme ça de ces livres-là, ce qui est pas mal, ce sont des pelotes de 500 grammes. Donc c'est super pratique, on n'a pas à acheter plusieurs petites pelotes comme un picoton, etc. Donc vraiment ça c'est côté positif. Je trouve qu'en termes de qualité-prix c'est bien aussi. Et surtout maintenant Fil d'Art a été racheté par Happy Wool. Et du coup c'est des merceries qu'on peut retrouver
vraiment beaucoup en France dans les villes. Donc ça c'est bien parce que c'est vrai que quand on cherche du coton, on aime bien aller voir pour de vrai les couleurs parce que sur internet des fois on peut se tromper. Donc voilà, c'est cette proximité qui est vraiment bien par rapport que ça soit très présent en France. Et aussi le deuxième côté positif de cette marque-là, et je vous en avais déjà parlé, c'est leur fil peluche. Comme je vous avais dit dans une de mes rubriques pour le livre, sur spécial amigurumi peluche, et j'avais vraiment galéré de trouver quelque chose d'abordable. Et du coup, vraiment, eux, je trouvais ça en termes de qualité et de prix très très bien. Vous voyez, ma fille, elle l'a utilisé là depuis quelques semaines et tout, ça bouge pas. Donc je suis vraiment contente. Donc je trouve que ils ont vraiment de larges collections de tout type. Et je suis étonnée même que pour les amigurumi, on peut aussi utiliser. Donc voilà. Voilà, c'est mon petit retour pour cette marque-là. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Débo pour cette rubrique sur Fildar qui ne vend pas que des sous-vêtements pour mémé, qui vend aussi des pelotes. Alors j'ai fait mes petites recherches et je vais vous lire ce que j'ai trouvé. Donc Fildar, c'est une marque historique française qui est née dans le Nord, connue depuis des décennies pour ses fils à tricoter et ses modèles. Dans les années 80-90, elle a aussi vendu beaucoup de prêt-à-porter, donc les sous-vêtements de mémé dont nous parlait Débo. Mais ces dernières années, l'entreprise connaissait de grosses difficultés financières. En 2020, Fildar a été placée en redressement judiciaire. Elle a été reprise par Pepe Yarn & Co, une société liée à la famille Muliez, déjà présente dans de grandes enseignes françaises, avec pour objectif de se recentrer sur son cœur de métier, le fil à tricoter, pour notre plus grand bonheur. En 2022, Pepe Yarn & Co devient Happy Wool, que vous connaissez certainement, une entreprise à mission qui regroupe 3 marques, donc Fildar, Penguin et PPI, une gamme mercerie et accessoires. Leur but, c'est de moderniser les arts du fil, développer une offre plus durable et renforcer la présence en ligne tout en gardant des espaces physiques pour les ateliers et les rencontres. Donc c'est ce dont tu parlais, Débo. On peut également aller dans les boutiques Happy Wool qui permettent de toucher le coton et de choisir des couleurs qui nous plaisent en vrai. Donc en résumé, Happy Wool, c'est la nouvelle maison mère qui donne un second souffle à Fildar et à Penguin avec une vision plus moderne, éco-responsable et tournée vers la communauté créative. Donc voilà, ils ont regroupé plusieurs marques que l'on utilise habituellement pour bien survivre, on va dire, et pour garder ce côté quand même éco-responsable et moderne, puisque les boutiques se sont modernisées. Moi, j'en connais une sur Lyon, par exemple, qui est très, très chouette. Et les boutiques sont bien sympas, avec souvent des vendeuses qui sont passionnées et qui savent de quoi elles parlent. Donc, pour demander des conseils, c'est très pratique. Alors, tu nous parlais des beaux d'amigurumi. Dernièrement, j'ai terminé, non pas un amigurumi, mais une poupée. Et je vais vous présenter le livre qui m'a permis de la créer. Alors, vous l'avez certainement vu sur mes réseaux sociaux ou même dans la rubrique Mes en cours de ce podcast, j'ai réalisé cette jolie petite poupée issue du livre Au pays des amigurumi. Alors, c'est un livre qui est édité par les éditions Erol et qui est au prix de 22 €. C'est un grand modèle, hein. C'est un livre qui est en format cahier, on va dire. Donc, il est très clair et il est vraiment très bien conçu. En premier lieu, je voulais d'abord vous parler du fil que j'ai utilisé. J'ai utilisé le fil Linen Katia pour réaliser cette jolie petite poupée et c'est vraiment un fil que j'adore, que j'approuve à 100%. Surtout celui-ci, cette couleur-là, elle a à l'intérieur ce dont je vous ai déjà parlé, un petit fil un peu plus épais et ça donne un côté plus tonique, on va dire. C'est moins mou et j'adore. Et puis leurs couleurs sont très chouettes. Vraiment, c'est un fil que je recommande parce que je me régale à crocheter avec depuis maintenant plusieurs ouvrages que je réalise avec. Donc voilà pour le fil que j'ai utilisé. Et donc le livre, eh bien, c'est un livre qui est très intéressant et c'est la première fois que je vois cette façon de fonctionner. Donc vous avez plusieurs poupées et les poupées sont faites de telle façon, en fait, le cercle magique démarre ici. Si vous vous souvenez bien, je m'en suis inspirée pour créer le monstre Théo. Habituellement, on a le cercle magique ici ou en bas et on fait une boule. Là, non. C'est une poupée qui a deux ronds qui sont plats, en fait. Donc, la tête ne fait pas vraiment plate. Elle est quand même acceptable, on va dire.
Et surtout, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins compliqué, beaucoup plus agréable aussi. Et puis, cette idée d'avoir le cercle magique qui commence là, alors c'est un peu surprenant au premier abord quand j'ai vu le livre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je l'ai choisi, personnellement. Je me suis dit, tiens, c'est peu habituel et ça m'a vraiment intriguée. Et donc, c'est voulu, l'autrice qui est Claire Cooper, que nous recevrons d'ici 3 semaines dans dans un prochain épisode, explique clairement que c'est un choix. Et eh bien, j'ai beaucoup aimé cette idée d'avoir la tête qui démarre par ici. Le livre, eh bien, comme tous les livres des éditions Erol, il est très bien conçu, avec au début toutes les techniques, toutes les photos, enfin tout est expliqué. Il y a même une partie pour broder, enfin il y a vraiment tout ce qu'il faut, c'est très très bien fait. Et ensuite, vous avez bien les poupées avec les fils, les photos comme c'est compliqué. C'est vraiment, les photos, elles sont super parce que c'est vraiment au moment où on bloque qu'il y a la photo qu'il faut en fait. Alors après, au niveau des poupées, elles ont beaucoup d'accessoires. Il y en a des plus compliqués au niveau de la chevelure, il y en a d'autres moins compliqués. Donc on peut évoluer au fil du livre et choisir si on veut se compliquer la tâche ou pas avec la chevelure. Et donc celle que j'ai choisie, c'est Marigold. Alors vous avez ici tous les fils, toutes les couleurs de fils. Et ensuite, vous avez le tuto. Au niveau du tuto, je l'ai trouvé très bien expliqué, j'ai pas eu de soucis. J'ai relevé une petite erreur à un endroit que je me suis noté. Le point négatif, à mon sens, sur ce livre, c'est la dénomination des fils. Fil A, fil B, fil C. Après, on a du mal à s'y retrouver. Quand on doit passer du fil B au fil C, il faut souvent revenir à la première page et se dire, attends, le fil C, pour moi, c'est quoi? Surtout si vous ne partez pas sur les mêmes couleurs. Moi, je l'ai fait un peu à ma sauce. Donc j'avais pas les mêmes couleurs par rapport à son tuto. Et bon, ça, c'était un petit peu la partie compliquée. C'est mon seul point négatif. Le livre est vraiment bien. Les tutos sont bien rédigés. Les idées sont excellentes. J'adore faire la vague pour la mèche qui fait un petit peu les années folles. Au niveau de la poupée à l'intérieur, j'ai mis une sorte de petite baguette en bois parce que la tête ne tenait pas et j'ai pourtant bien suivi les instructions. J'ai aussi rajouté un petit foulard qui va bien avec son style, mais qui était nécessaire par rapport à la tête. Donc ça, c'est le bémol sur la poupée en elle-même. Après, vous avez peut-être des astuces que je n'ai pas. C'est pas mon domaine de prédilection. Moi, je suis plus sur des tops, sur des petits objets pratiques que sur des poupées et des amigurumi. Mais voilà, à part ça, écoutez, c'est un livre que je conseille, que je trouve bien conçu et avec une technique intéressante et avec des modèles qui sont vraiment très mignons. Il y a à la fin les petites femmes du monde. Alors celles-ci, elles sont adorables aussi, je les ai trouvées très chouettes. Donc voilà, il y a vraiment de quoi se faire plaisir avec un style différent. L'idée là de ne pas faire de jambes, elle est excellente. Vous faites juste un petit corps, c'est très mignon. Donc un beau travail. Je suis impatiente de recevoir Claire dans le podcast pour pouvoir lui poser toutes les questions sur sa poupée et son livre. Alors cette semaine, je ne vous ai pas préparé de rubrique sur mes encours, même si j'en ai pas mal, il n'y a pas de problème pour ça, vous pouvez les suivre d'ailleurs sur mon Instagram. Nous allons plutôt directement plonger dans l'univers de notre invité du jour qui vient d'une petite ville d'Italie et dont je me devais de vous parler. Il y a quelques épisodes en arrière, nous avions parlé de Las Vegas avec l'invité Not Monster. Cette semaine, on va faire un petit tour du monde du crochet en Italie. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans un petit coin d'Italie qui sent bon le soleil, les embruns et les glaces à la pistache. Bienvenue à Spotorno. Donc c'est une petite ville tranquille, posée face à la mer, avec ses ruelles colorées, ses palmiers qui dansent dans le vent et cette ambiance un peu hors du temps, parfaite pour ralentir. On s'y sent bien dès l'arrivée, comme si l'air salé et le chant des goélands vous soufflaient. Vous pouvez poser votre sac et respirer. Ici, tout est simple. Une promenade en bord de mer, des plages calmes, une petite église au détour d'une ruelle, des pêcheurs qui vendent encore leurs poissons frais sur le port, et en face, l'île de Bergeggi, paisible, presque flottante. Et puis surtout, c'est l'endroit rêvé pour crocheter en toute liberté. Vous pouvez vous installer sur un banc face à la mer, ouvrir votre sac à projet et laisser les mailles avancer au rythme des vagues. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'écouter, créer et savourer. On est loin des grandes stations balnéaires. Ici, pas de bling-bling, juste l'essentiel. Un peu de vent dans les cheveux, une vue qui apaise
et quelques points de crochet pour accompagner la journée. Et c'est de là que vient notre invité du jour que nous allons accueillir tout de suite. Eh bien, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore ? Bonjour à toutes et à tous et merci Aurélie de m'avoir invité chez ton podcast Crochet et vous. Je suis ravi d'avoir ce petit espace chez toi pour me présenter et pour parler de Dark Omen Yarn, de ma marque. Moi, je m'appelle Francesco, pour qui ne me connaissent pas encore. J'habite en Italie. J'habite en Italie à Spotorno, une petite ville au bord de la mer, à peu près à 1h30 de route de Nice. Eh bien, merci beaucoup Francesco pour ta présentation. Et oui, on vient de parler de cette petite ville qui semble vraiment très mignonne et qui donne envie de s'y arrêter. Tu es donc à l'origine de Dark Omen Yarn, une marque italienne au style très affirmé. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la teinture artisanale ? Ce qui m'a donné envie de me lancer dans la teinture artisanale est une très longue histoire. Moi, à la base, je n'ai pas une formation artistique. J'ai étudié langue à l'université et j'ai étudié le japonais. Mais pendant l'université, j'ai senti la nécessité de commencer quelques hobbies manuels. Et vu que moi, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, et j'ai trouvé le tricot. Bon, d'abord, c'était le crochet. J'ai commencé à crocheter en 2012, à peu près. Mais j'ai tout de suite passé au tricot, je crois, après 3-4 mois. Et j'ai trouvé un cours de tricot avec Steven West à Paris. Je crois là que c'était 2014. Et du coup, j'ai passé une petite semaine à Paris, à l'Oisiveté. Il y avait encore l'Oisiveté à l'époque. Maintenant, c'est fermé. Et j'ai passé cette petite semaine avec Steven West et avec la patronne de l'Oisiveté, Aimée. Et voilà, je suis revenu en Italie, j'ai continué mes études, j'ai pris mon diplôme et puis je suis parti au Japon. J'ai passé 3 mois au Japon et quand je suis revenu, je savais pas vraiment quoi faire de ma vie. Et du coup, j'ai envoyé un message à Aimée de l'Oisiveté et la bien-aimée et je lui ai demandé si elle avait de la place pour moi. Elle m'a dit que oui. Et du coup, fin été 2016, c'était à peu près septembre, je crois, je suis parti pour Paris et j'ai commencé à travailler à l'Oisiveté comme serveur et puis comme vendeur de laine entre la bien-aimée et l'Oisiveté. Il y avait déjà les 2 boutiques. Et puis, je suis passé à temps plein à la bien-aimée. J'ai commencé à préparer les commandes et tout ça, et puis à teindre moi-même les fils. Ce que j'ai fait pendant au moins 2 ans et demi. Et ça jusqu'à la fin de 2020. Et puis il y a eu en 2021, comme on se rappelle bien, le Covid. J'ai passé le premier confinement à Paris. Bon, c'était pas vraiment Paris, c'était Vitry-sur-Seine, un petit studio de 9 mètres carrés, mais j'étais là. Et puis quand ces 3 mois ont terminé, je suis rentré définitivement en Italie et vu que la teinture était quelque chose qui me plaisait beaucoup et que j'avais appris, moi je dis bien, à faire, j'ai pensé pourquoi pas d'ouvrir ma propre boîte.
C'était du coup un début plutôt compliqué parce que déjà on était en plein Covid et puis j'ai ouvert ma boutique dans ma ville, dans Spotorno. C'est une très petite ville, comme je vous ai dit, et du coup il n'y avait pas vraiment de public. Et débuter en ligne avec un site, avec un profil, une page Instagram, tout ça, avec 0 abonné, c'est pas vraiment top pour commencer une activité. Mais petit à petit, ça a commencé à bien marcher et même si le début, même avec les couleurs, était très très différent de ce que c'est maintenant. Il y avait vraiment très peu de couleurs. J'avais une idée très stricte de ce que j'avais en tête. Mais j'ai changé. Je me suis un peu assoupli et j'ai changé style de couleur. J'ai fait des choses beaucoup plus colorées et plus sympas que des couleurs sombres comme le nom Darko Yarn peut évoquer. Oui, donc un parcours plutôt intéressant où tu t'es cherché et t'as fini par te trouver, par te réaliser dans la teinture de fil. Du coup, tu nous parles de Stéphane West. Si vous vous souvenez bien, j'en ai parlé dans un épisode précédent. C'est un designer tricot américain très créatif qui a un côté un peu showman sur Instagram et sur YouTube. Il porte ses créations avec des mises en scène qui sortent de l'ordinaire. Et c'est quelqu'un qui est très connu, qui a une énorme communauté. Donc je pense que suivre des cours avec lui, ça a été quelque chose de très très intéressant. Et donc voilà, donc ensuite tu as travaillé dans ces salons de thé qui proposent aussi du fil. C'est normal que tu aies fini par tomber dans la marmite, comme on dit, et que tu t'y sois mis également. Alors, tes laines, elles ont une vraie identité visuelle. On peut dire qu'elles sont sombres, mystiques, presque cinématographiques, comme tu le disais juste précédemment. Quelles sont tes inspirations principales ? Les inspirations principales de mes couleurs, je dis toujours que c'est les jeux vidéo. C'est les jeux vidéo qui racontent une histoire. C'est des jeux vidéo qui m'ont fait grandir ou bien que j'ai grandi avec. Du coup, ça fait partie vraiment de mon histoire et de ma vie. Comme les films, comme peut-être même les séries, les livres. J'ai fait pas mal de couleurs inspirées au livre de Lovecraft, H.P. Lovecraft. J'ai fait pas mal de couleurs inspirées à la série de jeux de Final Fantasy. Tout part de la couleur quand même. Ça ne part pas vraiment du jeu vidéo en soi. Moi, j'aime bien créer des couleurs qui fonctionnent bien ensemble. Et puis, quand je les vois, je dis, ça me donne l'idée de venir de là, ou ça m'évoque quelques sentiments ou comme ça qui peuvent venir de cet environnement, ce jeu ou cette histoire qui a été racontée par quelqu'un d'autre. Et du coup, ça, c'est ma vision, c'est ma réinterprétation de la même histoire. J'ai fait ça pour les couleurs des constellations. C'était très sympa de faire, mais c'était aussi à une phase un peu embryonale de la marque. Du coup, c'était pas un style très propre. Et du coup, il y a des couleurs qui fonctionnent et des couleurs qui, moi, je dis fonctionnent vraiment pas. Du coup, la série des constellations, c'est en phase d'être redéfinie et refaite, à moitié au moins. Parce que j'ai des couleurs qui marchent très très bien, mais des autres, ouf.
Oui, donc ton inspiration vient de ces jeux vidéo. C'est très intéressant parce qu'ils ont souvent des couleurs vraiment très très jolies, très assorties, ils sont très visuels. Donc c'est normal que ça puisse te parler et que ça puisse t'inspirer. Ça ne me surprend pas du tout. Alors on peut aimer ça, trouver ça très chouette de se dire, bah tiens, à partir de demain, ça y est, je me lance dans la teinture. Mais comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu procèdes pour teindre tes fils? Est-ce que tu suis une méthode précise? Est-ce que tu travailles plutôt à l'instinct? Oui, je suis une méthode précise pour ma tenture. Bon, en fait, c'est un mélange des deux. Je suis une méthode précise, mais je travaille aussi plutôt à l'instinct. Du coup, c'est-à-dire, j'ai dans ma tête l'idée de la couleur que je veux et je sais à peu près comment la créer. Vu que je commence à avoir un petit peu d'expérience avec les couleurs et surtout avec mes couleurs. Parce que moi, je pars des 3 couleurs primaires avec quelques petites couleurs déjà prémixées. Du coup, soit secondaires, soit tertiaires, comme les marrons. Mais c'est toujours, ça part presque toujours des 3 couleurs primaires. Et je les mélange. C'est-à-dire que j'ai envie de créer, je sais pas, un bleu plutôt vert, mais un bleu plutôt vert chaud plutôt que, plutôt que froid. Et je prépare ma formule, mais c'est toujours, euh, il faut toujours peser la poudre de tenture. Et j'ai mes pourcentages de est-ce que je veux mettre plutôt du jaune ou plutôt du bleu ou plutôt du rouge. Et après, j'écris la formule. Je prépare la tenture pour un petit échantillon de 20 grammes. C'est souvent des 20 grammes. À l'époque, je faisais mes échantillons en 100 grammes, mais c'est pas rentable. Et du coup, quand je vois le résultat, je dis, ouais, il fallait mettre un peu plus de jaune ou un peu plus de rouge ou un peu plus de bleu. Et je modifie un tout petit peu la formule pour avoir vraiment la couleur exacte que je veux. Et après, c'est aussi question de faire des compromis. Des fois, je me bats pour avoir une couleur, je n'arrive pas et je dis, bon, ça sera pour une prochaine fois. C'est pas grave. C'est ça aussi la beauté de ce boulot. On travaille et on crée des couleurs qui nous plaisent et parfois qui nous plaisent pas. Et c'est pas grave parce qu'il y aura toujours des clients qui vont dire ah ça c'est bien et ils vont trouver leur bonheur comme ça. Il y a aussi des façons différentes de teindre en parlant de la manipulation de les cheveux dans la marmite parce que il y a des façons de teindre avec plus ou moins d'eau. Du coup, soit c'est des immersions, ou soit c'est de la teinture avec un fond d'eau qui laisse beaucoup plus de chances de manipulation et de rajouter de l'autre couleur pour varier la couleur dans la même écheveau. Et puis, il y a aussi les speckles qui arrivent après la teinture de l'écheveau, de la base. Et du coup, il y a déjà, je crois que j'utilise à peu près 4-5 types différents de manipulation des chevaux pour créer mes couleurs. C'est parfois des couleurs compliquées. Ça veut dire des couleurs qui prennent beaucoup de temps ou beaucoup de manipulation et beaucoup de étapes différentes de rajout de couleurs. Mais j'ai tendance, je l'avoue, à travailler avec des méthodes plutôt faciles et rapides aussi. Parce que quand on veut produire beaucoup, il faut aussi réduire les temps. Et oui, ça se comprend, mais le principal, c'est que le résultat soit là. Et quand on voit tes écheveaux et tes couleurs, eh bien le résultat est là. C'est vraiment très très joli.
Alors justement, tu choisis des noms pour tes coloris qui sont souvent très évocateurs, comme Blood Magic, Moonchild, Dream Eater. Est-ce que tu pars d'une ambiance, d'un mot, d'un film ou d'un souvenir pour créer chaque teinte? Pour les noms de mes couleurs, j'ai déjà un peu répondu dans la troisième question, mais je pars, je crois, comme je vous ai dit, des quatre. Je crois que c'est vraiment tous les quatre et ça dépend des couleurs, ça dépend du moment et de l'envie. Parce que ambiance, souvenir et mots ont souvent le même signification pour moi. Du coup, grâce à l'ambiance, je, je vais trouver les mots ou bien je vais le connecter à un souvenir pour créer la couleur. Mais je crois que c'est toujours les premiers deux. Du coup, ambiance et mots. Les mots ont vraiment un grand pouvoir, une grande puissance pour moi. Et je crois que mon travail, comme le travail de tous les teinturiers, marche aussi grâce au nom qu'on donne à notre couleur, parce que ça reflète une partie de nous et de nos sentiments et notre façon de voir le monde, ou bien de comment on raconte une histoire. Parce que maintenant, c'est beaucoup ça aussi, raconter une histoire à travers la couleur. J'essaye de faire ça avec les petits kits pour chaussettes que j'ai commencé à préparer cette année. C'est des kits avec 5 couleurs, des écheveaux de 20 grammes. Et ça me permet de raconter une petite histoire, évidemment, une très petite histoire, mais qui se raconte avec les noms. Et évidemment, c'est un jeu entre moi, la couleur et aussi je veux pas dire le spectateur, mais le client, qui, qui, qui donne une signification aussi au même mot, mais une différente signification, évidemment, parce qu'on est tous différents, on a tous une histoire différente, et, et du coup, voilà, c'est très très important, les mots. Et avec le temps, ça devient de plus en plus important et du coup, je me détache toujours un tout petit peu de les inspirations prises des jeux vidéo parce que je crois que passer à travers les ambiances, les mots, mes expériences et voilà les sentiments comme ça, c'est quelque chose de plus authentique et qui peut résonner plus avec le client. Parce qu'après, c'est vrai, c'est un business, mais l'art et la création de quelque chose d'artistique, ça vient de nous et ça donne une petite fenêtre dans notre monde. Et moi, je trouve ça intéressant de voir, de regarder, de faire un peu de voyeurisme dans le monde des autres. Et oui, on reste quand même dans le monde de l'art, dans le monde de la création, de l'imagination. Et on ne peut pas rester que sur le côté business, comme tu dis, on est obligé de rentrer dans ce côté artistique parce que déjà, c'est ce qui nous fait du bien, quelque part. En tant que créateur, on a besoin de ce côté, on a besoin d'aller farfouiller, d'avoir de nouvelles idées, d'associer des couleurs. Et c'est ce que tu fais, du coup, et c'est très intéressant. Donc tu proposes plusieurs types de fils, de la laine mérinos, du mohair, enfin tout type de laine. Comment choisis-tu tes bases? Est-ce qu'il y en a une que tu préfères teindre ou travailler? Je propose plusieurs types de fils. Oui, je propose, on va dire, beaucoup de laine mérinos. Ça, c'est vrai. J'ai beaucoup de 100% mérinos. Un peu. Moi, je dis que je travaille avec le mainstream.
Parce que c'est vrai, je travaille avec presque du 100% mérinos, parfois superwash, parfois non, mais c'est les grands classiques, ça. Dans la teinture artisanale, c'est vraiment... et surtout dans la teinture synthétique, du coup, je dis pas teinture naturelle ou végétale. Du coup, j'ai différentes épaisseurs qui vont du lace au aran, même si l'aran, moi, je vois qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de marché, au moins en Italie. Après, c'est vrai, on a besoin de plus des chevaux de Aran plutôt que du fingering. Mais bon, du coup, oui, j'ai aussi des mélanges de mohair et soie, de alpaga et soie, là, j'ai commencé à avoir de la Corriedale et mélangé à la BFL, ou bien de la 100% Corriedale. C'est vrai que ces deux derniers ne sont pas encore sur le site. J'ai eu vraiment beaucoup de travail cette année et j'ai des prototypes dans la boutique, mais j'ai pas encore acheté le lot de laine. Je ne l'ai pas teint, euh, j'ai pas fait de collection de couleurs qui peuvent bien fonctionner. Et du coup, c'est ça. Il faudra encore un tout petit peu de temps. Mais quand même, j'ai un bon choix, je crois. C'est un peu, je vais pas dire limité, c'est l'essentiel, hein. C'est l'essentiel. Et puis je choisis les bases selon mon goût. Du coup, qu'est-ce que j'aime bien tricoter, qu'est-ce que j'aime bien toucher comme matière. Et ma préférée, c'est la laine mérinos, fingering. Euh, je vais dire aussi la DK. Moi, j'aime bien tricoter avec la DK parce que ça va un tout petit peu plus vite. Mais la fingering reste ma préférée. Que ce soit du single, du coup un brin, deux brins, trois brins, quatre fil à chaussettes, fil 100% mérinos. L'important que ce soit du fingering. J'avais trouvé un fil que j'aimais vraiment bien. C'est un 85% de mérinos, 15% yak. C'est de chez Fonty. Et j'avais une version à deux brins que je lui avais demandé et ils l'ont fait exprès. Et c'était très très bien, mais ici on a le problème de la chaleur et du temps. Et du coup, ici il fait vraiment trop chaud pour porter des pulls ou aller avec des grands châles très chaleureux avec du yak. Et du coup, j'ai dû arrêter parce qu'il n'y avait pas vraiment le public. Et ça, c'est un peu dommage, mais je suis toujours prêt à reprendre. Voilà. Bien, merci pour toutes ces explications. Alors, tu l'as dit plusieurs fois, tu sembles tricoter, mais est-ce que tu crochettes aussi? Et est-ce que ta pratique influence la façon dont tu imagines tes laines? Oui, dans les questions plus pratiques, je tricote. J'ai crocheté, je me rappelle comment on crochette. Je crochette comment on appelle ça, les castans provisoires. Mais je ne fais presque jamais des châles ou des pulls en crochet. Je tricote depuis 2013 à peu près. Et j'aime bien tricoter. Je passe à travers des phases différentes de la vie et du coup de tricot aussi. Quand j'ai commencé ma marque, j'ai tricoté vraiment beaucoup. J'ai continué à tricoter et ça c'est aussi pour proposer des modèles aux clients et aussi savoir en parler pour donner des explications ou bien conseiller la laine. Mais le tricot c'est quelque chose qui m'occupe
Et maintenant, j'ai beaucoup d'autres options pour m'occuper le temps quand je ne travaille pas. Mais j'ai passé vraiment 4 ans, même 5 ans, parce que là, on est en 2025, où je tricotais vraiment, vraiment beaucoup. La boutique est remplie d'échantillons que j'ai tricoté moi-même. Là, j'ai 3 ou 4 pulls et châles aussi qui ont été tricotés par des sample knitters. Je ne sais pas comment le dire en français, mais des tricoteuses d'échantillons. Voilà, qui m'ont donné ça en échange pour de la laine comme ça. Et ça m'a aidé vraiment beaucoup. Mais j'ai quand même la préférence à tricoter moi-même tout ce qui est pour la boutique, parce qu'au moins je sais vraiment comment je l'ai fait et je peux en parler aux clients. Mais oui, je tricote et ça aide vraiment à envisionner ce que je veux dans la teinture et dans la laine. C'est-à-dire les différentes épaisseurs, les couleurs. Moi, j'aime bien tricoter avec des couleurs unies. J'aime teindre les speckles, mais après les tricoter, bof, ça dépend un peu. C'est sympa, je trouve, mais si je veux porter un pull, là, je préfère le porter en couleur unie. Et, mais c'est vraiment un grand aide de savoir tricoter, d'avoir appris à tricoter et de aimer le tricot autant quand on est teinturier et on travaille avec la laine. Je trouve ça très très important. Et je suis d'accord avec toi, ça te donne aussi un côté bien plus crédible. Si tu as tricoté ou que tu as travaillé avec la laine que tu teintes, puisque du coup on se dit, bah, il sait de quoi il parle. Non seulement il la teinte, mais en plus il la travaille. Donc je pense que tu donnes des informations bien précises et ça c'est très appréciable. Alors parmi toutes les couleurs que tu as créées, est-ce qu'il y en a une que tu préfères? Je vais être plutôt banal en disant que j'ai Hastur comme couleur. C'est un espèce d'ivoire écru comme ça et c'est, je crois, la couleur que j'ai vendue le plus. Des fois, ça m'étonne parce que je me dis ce genre de couleur, pas avec tous les nuances qu'on peut mettre dans la teinture manuelle ou bien artisanale, mais quand même de couleurs comme ça, il y en a beaucoup, il y en a partout. Mais je vois qu'il y a encore pas mal de gens qui arrivent dans ma boutique ou sur les stands au festival, ils me disent ah oui, je cherchais Astur, c'est ce que j'aime bien, c'est neutre. Et je me dis que avec tous les types de couleurs farfelues qu'on peut faire avec les speckles ou pas de speckles, les gens arrivent toujours ils vont toujours vers un neutre. Mais si je devais choisir avec une couleur plus sympa ou un peu folle, moi je dirais Libra. Du coup, la couleur de mon signe. Et parce que c'était, je crois, la couleur de toute la collection que je préfère le plus. Et c'est un espèce de rose mélangé à un jaune chaud et avec des petites touches de violet et de rose dessus. Moi, j'aime bien le rose aussi. J'aime pas le tricot, j'aime pas le porter, mais j'aime bien aussi tricoter avec. Du coup, vu que j'ai répondu à cette question après avoir terminé les autres, je pourrais changer la réponse 11 avec un rose. Mais non, il faudra attendre encore quelques minutes.
Oui, on n'est pas encore à la réponse 11, hein. Tu vas briser toutes les règles magiques du podcast où les auditeurs peuvent nous imaginer face à face. Elles n'imaginent pas que tu as reçu les questions il y a quelques jours par mail, que tu as répondu tout seul dans ton coin. C'est pour ça que je fais tous mes montages. On a l'impression qu'on est face à face avec nos pelotes de laine et notre thé. Et du coup, on ne peut pas passer de la question 8 à la question 11 comme ça. Alors, tu as participé au NIT at Motoko et au NITIT de Lyon. Ce sont des événements dont je parle souvent dans ce podcast. Qu'as-tu pensé de ces festivals? Et est-ce qu'on te retrouvera sur les éditions de 2025? J'ai participé, oui, au Nitad Motoko et au Nitit de Lyon. Qu'est-ce que je pensais de ces festivals? Bon, Nitad Motoko est vraiment un festival magnifique. La ville de Mulhouse, bon, je la connais pas vraiment parce que je suis allé déjà 2 fois. J'ai fait du coup 2025 et 2024. Et à chaque fois, je me régale. Et avec les clients et avec les organisatrices. Andrea est vraiment une dame magnifique. Et je me sens toujours bon à la maison. Et c'était un grand voyage cette année, faire Nitad Motoko, parce que je l'ai fait en voiture. Et je pouvais pas passer par la Suisse pour la douane, évidemment. Et du coup, j'ai dû passer par Nice. Du coup, ça m'a fait 9 heures de route avec la laine dans la voiture. Moi, je voyage seul. Du coup, cette année, je l'ai fait tout seul, le festival. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ça vaut la peine, ça vaut la fatigue, ça vaut tout. Et du coup, je me suis vraiment régalé à participer cette fois encore. Nitit, j'ai participé en 2023. C'est ça, non? Oui, j'ai participé en 2023. C'était ma première fois. J'avais un tout petit stand. Pas vraiment beaucoup de monde me connaissait à l'époque, parce que c'est vrai qu'en 2 ans, les choses ont vraiment beaucoup évolué et changé, hein, pour moi et pour ma boutique. Du coup, mais en 2023, c'était un peu difficile comme festival. La route était plus courte. J'ai fait 6 heures de route parce que là, on monte vers Turin et puis on coupe. Mais le festival de Nitit était un peu chaotique pour moi parce que il y avait la laine mélangée à la couture. Du coup, tricot et couture dans la même salle. Et il y avait vraiment beaucoup de bruit, il y avait beaucoup de gens. C'était, je sais pas, j'avais travaillé un peu, mais pas comme à Nitad Motoko. Nitad Motoko était autre chose. Et du coup, je voulais le refaire en 2024, Nitit, pour voir les différences d'une année à l'autre. Mais j'avais des petits soucis comment on dit, fiscal, parce que vu que j'avais grandi avec mon entreprise, il fallait changer le statut de la boîte et c'était vraiment en ce moment-là, au moment des grands festivals de Nitit et de comment s'appelle celui de Barcelone. Et du coup, j'ai dû annuler. J'ai pas eu des très très bons retours. Du coup, j'ai dit bon, tant pis. Je l'aurais fait en 2025 et c'est pas grave. Parce que il y a aussi le question du FOMO, de la Fear of Missing Out. Et du coup, à chaque fois, si je participe pas à ce festival, je vais perdre beaucoup de clients, perdre beaucoup d'argent. C'est la catastrophe. Mais au final, non, ça se passe rien. C'est juste un festival. C'est bien pour les clients et pour moi de voir les clients parce que le problème de ces business en ligne, c'est que c'est un peu impersonnel.
impersonnel. Et du coup, voir et parler vraiment avec les clients qui te suivent depuis des années et ils ont vraiment envie de parler avec toi, ça fait vraiment plaisir et c'est la joie du festival au final. Et évidemment, le côté économique aussi, mais de vraiment de voir les clients, c'est le bien. Mais pour Nitat Motoko, pour Nitit, j'ai dit je verrai en 2025 et enfin 2025 commence à être une année où je travaille vraiment vraiment beaucoup. Je travaille avec des boutiques, je travaille avec Steven West, je travaille avec la Chine, je travaille vraiment beaucoup. Et vu que ma boutique est moi-même, je travaille tout seul, j'ai décidé de faire une petite pause des festivals. Du coup, je ne participerai pas aucun festival de l'automne, de l'hiver. Je crois que j'aimerais bien participer au Nitat Motoko de 2026. Mais là, je reste en attente, patiente, parce que c'est encore un peu tôt. Bon, eh bien, on pourra te rencontrer au Nitat Motoko en 2026 alors. On va terminer avec quelques petites questions. Si tu devais créer un coloris de fil inspiré d'un film ou d'un personnage culte, ce serait lequel et à quoi ressemblerait-il? C'est pas très difficile comme question parce que dès que je l'ai lu, j'ai eu un flèche et j'ai eu une visage apparaître dans ma tête. Ça va pas être facile de faire une couleur inspirée à lui, mais je dirais Pinhead. Bon, je sais qu'en français ça sonne mal, mais c'est le personnage du film d'horreur que je dirais être un culte, du Hellraiser. Je crois que tout le monde le connaît. Et c'est un de mes personnages du genre d'horreur préféré. Et mais ça serait vraiment difficile de faire une couleur adaptée à lui parce que je vois beaucoup de contrastes entre le visage presque blanc et sa robe noire en cuir. Et, et je trouve que les couleurs qui ont beaucoup de contraste en elles-mêmes, du coup dans la même écheveau, il y a vraiment beaucoup de contraste, se prestent mal à être tricotées dans un pull ou dans, je sais pas, dans un grand espace, dans un châle, voilà. Du coup, mais c'est mon opinion, hein. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Mais du coup, ce serait ça, un espèce de blanc noir avec des petites touches de bleu clair qui donnent cette idée de venir de très loin, d'un espace qui n'existe vraiment pas, ou bien dans le froid. Voilà. Je sais pas si je me suis bien expliqué, mais bon, c'est ça. Ah oui, écoute, pourquoi pas? C'est vrai que moi, personnellement, je le connaissais pas du tout. Les films d'horreur, c'est vraiment pas mon truc. Et d'ailleurs, même mettre sa photo, je trouve ça assez terrifiant. Mais ok, c'est le personnage qui t'inspire pour créer une nouvelle couleur. La question 11, la voici, dont tu parlais précédemment. Imaginons qu'un sort te condamne à ne tricoter ou crocheter qu'une seule couleur jusqu'à la fin de ta vie. Tu choisis laquelle? Ça, c'est compliqué, hein. Mais pas vraiment, parce que c'est vrai que je tricote toujours avec les mêmes couleurs. Des fois, j'essaye de sortir un peu de ma zone de confort, mais voilà, je retourne à tricoter du vert foncé, ou du bleu foncé, ou du gris.
mes couleurs préférées. Mais là, je commence à tricoter aussi avec d'autres couleurs, du jaune, du rouge, de l'orange. Ah, ça c'est beau. Ou bien des couleurs claires. Le vert et le bleu sont très bien, mais quand même, on essaie de faire quelque chose avec les clairs. Du coup, si je devais choisir, moi je dirais bleu. Bon, très bien. Et bien maintenant, on sait que c'est également la couleur Libra dont tu parles dans une des questions précédentes. Eh bien, c'est ainsi que nous allons terminer cette interview. Un grand merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Et pour conclure, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent? Je tiens vraiment beaucoup à vous remercier encore pour m'avoir écouté et si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire, me suivre sur Instagram ou bien sur Instagram, ouais, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres manières. Je suis pas vraiment un grand social media person. Fais vraiment j'ai vraiment beaucoup de difficultés à poster tous les jours. Ça fait déjà, je crois, 2-3 mois que j'ai pas posté sur Instagram. Mais voilà, il faut avoir un petit peu de patience avec moi. Mais encore merci et merci à toi, Aurélie, pour m'avoir invité et m'avoir donné la chance d'utiliser ton espace. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Eh bien, merci à toi et encore bravo pour tes superbes couleurs parce qu'il y a vraiment des écheveaux qui m'ont tapé dans l'œil. C'est ainsi que l'on termine cet épisode. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés. Merci pour votre présence, pour vos commentaires que j'adore lire le dimanche. Alors le dimanche matin, je poste, en réalité l'épisode est terminé bien souvent avant, heureusement, sinon je serais dans un état de stress impossible. Heureusement que j'arrive à terminer l'épisode avant le dimanche matin. Bien souvent, les membres qui sont sur ma page Tipeee y ont accès dès qu'il est terminé. C'est la même chose pour les membres qui sont premium sur YouTube. Dès que mon épisode est terminé, que ce soit le mardi, que ce soit le jeudi, peu importe l'heure, ils ont l'accès à l'épisode. Pour tous les autres auditeurs qui nous écoutent, c'est le dimanche à 9h. Et donc bien souvent le dimanche à 9h, je suis bien occupée avec mes autres activités puisque j'ai un travail à côté qui ne me permet pas d'être en repos le dimanche. Donc je suis bien occupée, je fais tout ce que j'ai à faire et une fois que j'ai terminé, la récompense de tout ça, c'est de vite me connecter sur mon ordinateur et d'aller voir les commentaires que vous m'avez laissés. C'est le petit régal du dimanche matin. Dès que j'ai 5 minutes de libre, je me précipite pour voir vos commentaires et vos réactions suite aux épisodes qui sont sortis et notamment à l'épisode qui vient tout juste de sortir. Donc j'attends votre commentaire avec impatience. Si vous n'avez encore jamais commenté les vidéos, allez-y, c'est le moment. Mettez-moi un petit mot, peu importe ce que vous avez envie de dire, ça me fera dans tous les cas plaisir à lire. Je vous dis à dimanche prochain et puis en attendant, bon crochet et bon tricot.